Et bienvenue ici sur la page de Thibaut Paki Pro. Comme vous le savez, les élections municipales de Maubeuge vont débuter dans quelques semaines maintenant. Et le premier candidat de ce rendez-vous, c'est Jean-Pierre Raubot. Bonjour. Bonjour Thibaut. Bien, bonne année à vous. 2026, merci. on sait que c'est une année très charnière pour tous les élus, tous les candidats dans le Val-de-Sambre notamment. On va vraiment se focaliser sur cette campagne dans le Val-de-Sambre et on va bien sûr s'intéresser à la ville phare Maubeuge. Il y a plusieurs candidats qui ont déjà annoncé qu'ils allaient se représenter. Vous, c'est la troisième fois, Jean-Pierre Raubot, que vous vous présentez ici à Maubeuge. Bon, tout d'abord, je vous présente en quelques mots. Vous me dites si c'est OK pour vous. Vous avez 50 ans. Oui, tout à fait. Vous êtes d'un parti de divers droite. Voilà, vous avez une sensibilité de divers droite, c'est ça? Sans étiquette. Sans étiquette. C'est-à-dire qu'on rassemble des gens de gauche et de droite. C'est ça. Vous avez votre liste, le nom de votre liste, vous avez changé. C'est plus Réinventons Maubeuge, c'est Notre Maubeuge. Absolument. Pourquoi ce changement d'ailleurs? Je ne vais pas faire du François Hollande, le changement c'est maintenant. Mais je pense qu'il faut justement renouveler un peu les choses, tout simplement. Voilà. Et donc, Notre Maubeuge, c'est tout simplement parce que on porte une vision de Maubeuge. Voilà. Et mon objectif, justement, c'est de faire revivre, justement, notre Maubeuge, notre agglomération. Alors ici, on est justement dans votre entreprise. On est en plein cœur de Maubeuge, avec une vue sur la Sambre, notamment. C'est assez joli. Vous êtes chef d'entreprise, je disais, troisième fois candidat. Candidat en 2016 où voilà, vous aviez obtenu 9,8% des voix, c'est ça? 2014, oui. Ouais, 2014, pardon, vous aviez eu 9,8% des voix. Vous ne passez pas le second tour pour quelques voix d'ailleurs. Et en 2020, par contre, vous avez accédé au second tour et au second tour, vous obtenez 11,7% des voix. Donc vous êtes en progrès par rapport à ces élections municipales. Vous êtes, j'ai même envie de dire, vous êtes le plus ancien opposant d'Arnaud Kenny. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Mais je suis même l'opposant principal. Et au cantonal, en 2021, on faisait 17% à Maubeuge. Premier tour des municipales, on faisait 15%. L'objectif, évidemment, aujourd'hui, c'est de renverser la table. Voilà. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre à cette ville de revivre. Voilà. Parce qu'on fait croire que le cœur de Maubeuge revit. En réalité, le cœur de Maubeuge ne revit pas. Et moi, mon objectif, comme je l'ai fait depuis toujours d'ailleurs, c'est de redonner la parole aux Maubeugeois. C'est-à-dire qu'il y ait des référendums, qu'il y ait des consultations. Ce qui se passe sur la Saint-Magne, pour moi, est inacceptable parce qu'on fait ça dans le dos des habitants. Ouais. Voilà. Et donc, le fait justement de redonner la parole, de remettre la démocratie finalement au centre du débat public, c'est pour moi le plus important, et aussi bien sûr de s'occuper de nos quartiers, parce que moi, ce que je vois depuis, finalement, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Notre Maubeuge et ses 12 quartiers, parce que moi, je considère que nos quartiers sont abandonnés. C'est ce que d'ailleurs, c'est le ressenti des habitants. Voilà. Moi, j'ai fait énormément de porte-à-porte, je suis seul d'ailleurs à en avoir fait autant, et pas seulement pendant la campagne, mais ça fait 3 ans. C'est-à-dire que moi, je fais du porte-à-porte pour aider les habitants. C'est ce que j'ai fait pendant les 3 années avant la campagne de septembre. Et donc, et je me suis rendu compte que les habitants, bien sûr, n'étaient pas écoutés. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'allait pas les voir, ils avaient énormément de soucis divers et variés. Ça peut être des voiries, ça peut être le logement, ça peut être des problèmes d'insécurité locale. Voilà, ça peut être la CAF, ça peut être plein de choses finalement. Et les élus ne sont pas à l'écoute. D'ailleurs, pendant des années, il n'y a pas eu de permanence du maire. C'est emblématique. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que les élus actuels ont été élus, ils se sont dit, bah, c'est bon, c'est fini, voilà, on est élu, donc on fait ce qu'on veut. Bon. Oui. C'est pas mon sentiment, c'est pas ma volonté justement. Moi, je veux être élu justement pour changer les choses, pour aider les habitants. Donc là, vous êtes dans une position de principal opposant, que ce soit à l'agglomération aussi, parce que vous avez également une voix à l'agglomération, vous êtes élu communautaire, vous avez notamment beaucoup évoqué les sujets qui ont beaucoup fait parler ces dernières années, le dossier de Flamme Environnement évidemment, le dossier de la Salmagne qui est intervenu à 3 ans. La Salmagne, c'est un aérodrome ici dans le Val-de-Sambre, qui existe depuis très longtemps, et l'agglomération cherche un changement d'usage de cet outil. L'agglomération est propriétaire de ces. Oui, c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on peut tout faire. De ce site. Donc ce que je veux dire, c'est que juridiquement, ils ont le droit de faire. Oui, c'est pas parce qu'on a le droit juridiquement que l'on peut effectivement s'arroger. Déjà, il faut faire un peu d'histoire, d'accord? Parce que c'est trop facile de le dire, son propriétaire, parce que finalement, l'État leur a donné pour un aérodrome symbolique, d'accord? Donc c'est pas un aérodrome qu'a créé l'agglomération, d'accord? C'est un terrain qu'on leur a donné. Bon. Donc, ils en ont la gestion, et c'est pas pour autant qu'on peut aujourd'hui en faire n'importe quoi.
Moi, ce que je considère, c'est que l'histoire de l'aéronautique chez nous, c'est pas 90 ans de la Allemagne, c'est 230 ans. L'un des premiers ballons qui ont été construits en France, c'était le ballon Fleurus en 1794 à Maubeuge, ici à côté, au collège Coutel. Bon. Et depuis ce moment-là, finalement, où le capitaine Coutel crée ce ballon, on a eu des aérostiers, on a eu bien sûr des dirigeables à Maubeuge, au Pont-Alan, on a eu 2 pistes d'aviation, et après, bien sûr, on a eu la Allemagne des 90 ans. Voilà. Et donc, c'est toute une histoire de l'aéronautique, où on est effectivement très concerné par cette histoire, que l'agglomération veut gommer comme ça, du jour au lendemain. Alors l'agglomération, justement, avait mis en avant cette histoire de la Allemagne. Ils avaient fait notamment un grand meeting aérien, c'était en 2019. C'était vraiment impressionnant d'ailleurs de voir toute cette histoire, parce que finalement, c'est vrai que c'est un territoire, et on va en parler après avec Maubeuge, mais c'est vraiment un territoire où l'histoire est forte quand même. Et ça vous intéresse? Vous êtes, je le dis en toute franchise, vous êtes un gaulliste. Vous aimez vous aimez la France de Gaulle, donc forcément, vous êtes très sensible à tout ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, l'histoire du territoire, c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs 3 bouquins sur l'histoire locale, c'est quelque chose qui fait plus que m'intéresser. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qui m'anime. Voilà. C'est-à-dire que quand on a les remparts de Vauban, qui datent bien sûr de 1680, l'Arsenal, la Porte de Mons, etc., on a une histoire qui est sans égale. Il faut savoir que le Maubeuge, évidemment la Sambre, a sauvé à 4 reprises la République. C'était bien aussi de voir un petit peu votre profil un peu agglomération, parce que forcément, quand on est élu maubeugeois, on a une voix à l'agglomération. On va revenir un petit peu sur votre candidature. Donc, vous avez donc écrit justement ce manuel un petit peu de votre ambition pour la ville de Maubeuge. Justement, vous l'évoquiez en introduction. Notre Maubeuge et ses 12 quartiers, avec un mot d'ordre pour vous, c'est l'efficacité. Pourquoi ce mot ressort tout de suite de votre liste? Enfin, en tout cas, de votre ambition. Pour moi, l'efficacité, c'est gérer la ville efficacement, déjà. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'endettement de la ville est à 105 millions d'euros, 35 millions d'euros de plus en 12 ans. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà. Et donc, aujourd'hui, finalement, le maire sortant, il a fait le choix d'avoir d'un côté 570 salariés et de l'autre d'avoir plein de contrats privés. En tant que chef d'entreprise, on fait soit l'un, soit l'autre. Il y a 2 modèles, finalement. Il y avait le modèle de Joël Wilmot qui était de ne pas avoir du tout de salariés, quasiment, 70 salariés, il faisait tout par le privé. Bon. Moi, mon modèle, c'est de tout faire par nos salariés. D'accord ? Donc ça veut dire pas de contrat privé. Et donc, vous êtes beaucoup en régie, vous, c'est ça? Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait beaucoup de choses... Mon objectif, c'est de revenir sur la régie. Parce que, d'ailleurs, la régie, c'est quoi? C'est faire travailler les Maubeugeois. C'est ça, en fait. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir du privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau, par exemple, de la ville de Maubeuge, nos cantines municipales, tout est fabriqué à Onnain. D'accord ? Bon. Onnain, c'est pas le territoire du tout. Hein. On fait travailler des maraîchers d'Onnain, on fait travailler des agriculteurs d'Onnain, on fait travailler des salariés d'Onnain. Non, moi je veux faire travailler des salariés maubeugeois, des salariés sombriens. Voilà. Les cantines, les cuisines, les espaces verts, pareil. Aujourd'hui, on sous-traite à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a 3 contrats privés pour les espaces verts. On a par exemple nos femmes de ménage qui sont également sous-traitées à du privé. Donc ce qui coûte évidemment très cher. Et en plus, ces femmes de ménage sont paupérisées parce qu'elles sont à 20 heures semaine. Voilà. Donc finalement, et je pourrais continuer sur plein d'aspects, il n'y a pas de travaux faits en régie aussi dans notre ville. Quand Arnaud Decagny est arrivé aux responsabilités, le service civique, c'était 100 personnes. Aujourd'hui, c'est 37. Voilà. Il a tout détruit, alors qu'on n'a pas moins de salariés qu'hier. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que la ville de Maubeuge a fait le choix d'augmenter ce nombre de policiers municipaux, par exemple. Eh bien non. Non, parce que quand il est arrivé, ils étaient 32, ils sont 32 aujourd'hui. Vous voyez ? C'est-à-dire que justement... C'est pas les chiffres qui ont été annoncés... Ah non, mais je vous dis, ça c'est du factuel. Voilà. Vous allez voir le tableau des effectifs. Le tableau des effectifs n'a pas bougé. Voilà. Après, bien sûr, c'est de la com. Ça, il est très fort en com. Mais moi, je parle des actes. Voilà. Dans les actes, il n'y a rien de plus. Voilà. Au contraire, ce qu'il faut justement, c'est avoir une police municipale qui soit beaucoup plus en proximité. C'est le besoin des habitants. Voilà. Le besoin des habitants, c'est de pouvoir discuter avec les policiers municipaux, de pouvoir les voir. Et c'est ça, mon objectif demain, c'est effectivement de leur permettre d'être de nouveau sur le terrain. Voilà. Alors, vous évoquez notamment un aspect qui a beaucoup fait parler durant les conseils municipaux, c'est la dette. Oui, bien sûr. Arnaud Decagny, quand je l'ai interrogé à de multiples reprises, me disait justement qu'il y avait
voilà, la ville de Maubeuge avait fait beaucoup d'efforts justement par rapport à cette dette. Déjà en arrivant en 2014, en tout cas c'est les propos qui nous sont Je rapportés. veux dire, Voilà, concrètement, ils ont sécurisé la dette. pas du tout. Tout est fait pour justement que la ville de Maubeuge puisse avancer. On le voit même en tournant la tête. Bon, il y a des projets qui ont vu jour ici, dans le centre-ville de Maubeuge. La voirie a été refaite également. Voilà, pour vous, qu'est-ce qui vous interpelle dans cette dette? Ce qui m'interpelle dans cette dette, c'est qu'il fait croire que c'est pas lui. Ou, finalement, c'est les investissements. Mais la plupart des investissements qui ont eu lieu à Maubeuge ne sont pas liés à la ville de Maubeuge. On Ouais, parle d'une dette d'accord. d'environ 100 millions d'euros. 105. 105. On dépasse les 105 de manière quasiment certaine. Mhm. On était à 98 fin 2024, d'accord. La CAF nette de cette année, elle est entre moins 5 et moins 7. Et il avait compté par exemple 500 000 euros de vente de l'Arsenal, qui ne se fait pas, d'accord, qui ne s'est pas fait. Bon. Donc ça veut dire que de toute façon, la dette, elle est au moins de 105 millions d'euros, et j'ai peur que ce soit plus que ça. Donc la réalité, elle est celle-là. Alors elle vient d'où cette dette? C'est ça qui est important. La dette, elle vient d'abord de ses choix. Premier choix, il est arrivé évidemment en responsabilité. Moi, j'avais combattu le Grand Zoo. J'étais le premier à avoir combattu le Grand Zoo, puisqu'il n'y avait pas de parking à proximité, parce que c'était toujours déficitaire, etc. Et donc, mais le problème, c'est qu'il fallait en sortir tout de suite. D'accord? Il est arrivé fin mars, il est sorti du Grand Zoo fin septembre. 6 mois de travaux pour lesquels il a indiqué aux délégataires de continuer les travaux. Donc des études. Donc 6 mois d'études qu'on a payés. 5 millions d'euros. Donc 5 millions d'euros de dette. D'accord? Après, Il disait justement que le zoo aurait pu accentuer encore cette dette. Enfin, à l'époque, en tout cas, le projet n'était pas complètement clair à l'époque. Moi, je disais qu'il fallait en sortir. C'est pas le Oui, problème. oui, bien sûr. Mais quand on est face au projet principal, parce que c'était ça qui était principalement dans la campagne. Vous étiez d'accord avec M. Decagny à l'époque? Non, c'était lui qui était d'accord avec moi. C'est différent. Non, je vous le dis, non, c'est très important. Parce que moi, 2 ans avant l'élection, j'étais opposé au zoo. Au début, il était pour le grand zoo. D'accord? Refaites un peu d'histoire, vous verrez. C'est parce qu'il a vu justement que les électeurs étaient contre, qu'il s'est mis contre. D'accord? Voilà, mais il faut refaire un peu d'histoire. Bon. Et donc, au niveau justement de ce zoo, il fallait en sortir tout de suite, dès le mois d'avril, et éviter 5 millions d'euros en plus. Là, les pénalités, c'est 7 millions d'euros, donc 7 millions d'euros d'endettement. S'il avait sorti tout de suite, c'était 2. Voilà. Mais après, il y a eu effectivement le rachat de crédit. En 2016, la ville ne pouvait plus s'endetter. D'accord? Lui, son discours, c'était de dire qu'il fallait justement sécuriser la dette. Mais c'est pas vrai. La dette, elle était sécurisée puisque les taux étaient très bas. Donc même si on avait des crédits à taux variables, ça coûtait quasiment rien à la ville. Bon. Mais comme, évidemment, la banque ne voulait plus lui prêter, c'est ça l'enjeu. Voilà. Donc la banque lui a dit, bah, écoutez, si vous voulez qu'on vous prête, on fait un rachat de crédit. 16 millions d'euros de pénalité. 16 millions d'euros de pénalité que l'on a dû payer. Alors, bien sûr, le maire sortant va vous dire, il fallait que je le fasse absolument. Sauf que il a pris un conseil financier. Le conseil financier lui a dit qu'il ne faut pas le faire. Il n'est pas expert financier, d'accord? Il l'a fait quand même. Bon. Et après, la Cour des comptes a jugé que c'était une grave erreur de gestion. Donc, les faits sont là, d'accord? Donc déjà 7, en tout cas 5 plus 16, on est à 21 millions d'euros. Et après, le reste de la dette, il vient d'où? Il ne vient pas des travaux. Il vient tout simplement de la gestion. C'est-à-dire que lorsqu'on gère une ville, on a 2 budgets. Un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement, il doit être positif pour pouvoir investir. Si on est négatif, on crée directement de la dette. Ça, c'est simple à comprendre. On parle notamment de la CAF, notamment. C'est la CAF net. C'est la CAF net, qui a été, pour avoir assisté à des conseils municipaux, la CAF net a été à plusieurs reprises positive. Elle a été que la moitié du temps positive. C'est-à-dire que la moitié du temps, elle était négative. Et comme elle a été négative la moitié du temps, comme l'année dernière, moins 4 millions d'euros. D'accord? C'est ce chiffre-là qui est très important d'ailleurs, la CAF net. Voilà, exactement. La CAF net moins 4 millions d'euros, ça veut dire qu'on a emprunté 4 millions d'euros pour rembourser 4 millions d'euros d'emprunt. Donc c'est de l'endettement direct. Voilà. Et donc, finalement, quand on regarde un peu les 12 ans, 6 années sur 12, on était en négatif. Voilà. Plus ou moins, bien sûr. Le maximum étant moins 4, mais ça sera sans doute plutôt moins 5 à moins 6 en 2025. Et donc, l'endettement de 35 millions d'euros, il vient de là. Il vient finalement d'un défaut de gestion courante. Voilà. Non pas parce que Maubeuge a moins de revenus. Entre 2019 et 2025, les revenus de la ville ont monté de 8 millions d'euros. Le problème, c'est les dépenses. Voilà. C'est-à-dire que le maire sortant a dépensé dans des sujets qui n'étaient pas essentiels. Voilà. Et donc, c'est ses choix. Voilà. Mais derrière, l'endettement, il est là. Et donc, l'endettement, il vient 100% de ses choix.
On va revenir dans quelques instants sur vos solutions pour Maubeuge. On va faire une petite pause et on va parler quand même de l'actualité qui vous concerne parce que ces derniers temps, ça a été assez tendu dans la campagne. Allez, de retour ici avec Jean-Pierre Raumbaut, on va parler bien sûr de l'actualité parce que Jean-Pierre Raumbaut, vous avez été pas mal chahuté sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, vous avez été mis en cause par notamment un des candidats qui est Abdullah Bougazi, candidat LFI, qui a fait un signalement au procureur de la République. Le procureur qui nous a d'ailleurs indiqué qu'il avait bien reçu cette alerte. Expliquant que vous auriez payé des militants et offert des cadeaux à des associations. Quelle réponse vous avez à apporter à ces accusations? Alors, on m'a mis en cause tout simplement parce que je fais peur. Oui, voilà. Je fais peur pour effectivement leur électorat, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'on est face à un certain nombre de candidats qui n'ont rien fait pendant des années, qui n'ont pris aucune position locale, que ce soit sur des sujets divers et variés comme la Salmagne, comme le SAVED, comme l'endettement de la ville, comme plein de choses finalement, et qui finalement se disent je vais être candidat et je veux changer mon âge. Bon. Mais alors pour revenir sur ces sujets-là, bon, en tant que chef d'entreprise, moi ça fait des années qu'effectivement j'ai des associations. Voilà. J'ai des associations, que ce soit par évidemment des dons, c'est la première des choses, bon, parce que notre territoire va très mal et donc naturellement j'applique quelque part mon programme, ma volonté. C'est quoi ces dons notamment? C'est quoi ces dons notamment? Des dons tout simplement, ça va être des dons à des associations sportives, des associations culturelles, etc. Tout simplement. Voilà. Et donc je fais ça depuis des années, avec d'ailleurs des contrats de mécénat ou de sponsoring. Vous êtes partenaire notamment de clubs locaux Absolument, sportifs. exactement, tout à fait. Voilà. Et après avec des goodies à chaque fin d'année où depuis des années j'offre des chocolats à ces associations, tout simplement. Voilà. Ce qu'on me reproche, bon, voilà, donc il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de pot de vin. Bien sûr que non, il n'y a pas de pot de vin. Oui, enfin, si vous voulez, quand on regarde les choses, bon, tous les ans, quand on regarde l'ensemble des clubs, des associations, etc., que j'aide, je suis à quoi? À 6-7 000 euros. Je ne suis pas une multinationale, hein, d'accord? Bon. La ville de Maubeuge, c'est 2,5 millions. L'Aglo, c'est 5,2 millions. D'accord? Vous voyez, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? C'est parce que moi, effectivement, j'aide à ma mesure depuis des années. Donc c'est tout à fait légal parce que ça remonte à des années. Et donc c'est parce que j'aide 2, 3, 4, 5, 6 associations que derrière, tout le monde a voté pour moi. Enfin, voilà. Vous avez tout de suite réagi d'ailleurs sur Tout le monde peut le faire, ça vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Tout chef d'entreprise devrait le faire. Vous voyez? Quand on est chef d'entreprise, et il me semble que le candidat qui m'attaque est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il attend pour aider les associations? Il est chef d'entreprise, il a créé une entreprise de drones notamment sur le secteur. Peu importe de l'activité, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi j'ai commencé aussi à zéro et je me suis développé. Voilà. Donc chacun fait ce qu'il souhaite, effectivement. Voilà. Moi, effectivement, moi j'aide des associations, ce qui me semble. Non pas parce que j'ai envie de les aider, c'est parce que je suis sollicité. Oui. Voilà. Donc là, vous avez porté plainte, hein, c'est ça? Donc effectivement, j'ai déposé une plainte pénale à ce sujet-là. Voilà. Et bien évidemment, mes militants ne sont pas rémunérés. Enfin, je ne suis pas milliardaire, c'est ce que j'ai dit. Tout ça. Ce candidat aussi a mentionné que certains candidats, alors il n'a pas cité évidemment, que certains candidats donnaient également la possibilité à des sympathisants du Rassemblement national de venir sur leur liste, etc. Alors il ne vous a pas cité, mais je vous poserai la question à tout le monde évidemment. Hein. Vous, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été approché par le Rassemblement national parce que là, il n'y a pas de candidat pour l'instant annoncé pour Maubeuge, ce qui est un peu surprenant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il y a eu toujours un candidat. Après, il se passe des choses très surprenantes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Sandra Delannoy a quitté le Rassemblement national, justement, député de la 3e circonscription, qui n'est plus député du Rassemblement national. Donc ça, c'était vraiment une vraie surprise. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que dans votre liste, vous avez des sympathisants du RN? Alors, moi, je n'ai pas été approché. Alors, ils ont tenté il y a 1 ou 2 ans, pour te dire. Mais moi, ma ligne n'a jamais changé. D'accord? C'est-à-dire que moi, je suis un républicain et je rassemble des gens de droite et de gauche modérés. Voilà. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas d'extrême. Voilà. Et il n'y aura pas d'extrême sur la liste, évidemment. Voilà. Okay. On va même faire signer un document à tous les candidats indiquant qu'ils ne sont pas membres d'un mouvement d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ok. Pour vous, c'est rédhibitoire un peu d'être de la partie d'extrême gauche ou droite? En tout cas, chez les candidats. Voilà. Bien évidemment,
moi, les électeurs font ce qu'ils veulent, bien évidemment. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour dire un électeur peut voter ce qu'il veut d'un point de vue national, ça n'a rien à voir. Vous voyez, voilà. Moi, je ne suis pas pour dire je suis opposé à tel ou tel. C'est pas le souci. Voilà. Moi, je considère qu'effectivement, notre candidature, elle est une candidature de rassemblement, mais on ne prendra pas sur la liste, effectivement, des gens qui sont issus de l'extrême droite. On va évoquer d'autres actualités. C'est vrai que durant ces dernières années, vous avez été en première ligne avec d'autres élus, évidemment, hein, du secteur, notamment sur les dossiers chauds du territoire. Voilà, notamment le dossier de Flamme Environnement qui était recyclage des vallées, bien sûr, qui était qui gérait tout ce qui était gestion des déchets sur le territoire, même au-delà du Val-de-Sambre aujourd'hui. Maintenant, cette compétence est désormais donnée au CIAVED qui est basé à Douchy-les-Mines, près de Valenciennes. La Salmagne également est un gros dossier. Deux gros dossiers où finalement vous avez été très impactant, enfin en tout cas vous avez voulu montrer une voie d'opposition, une nouvelle voie alternative. Est-ce que ça vous a été préjudiciable peut-être dans votre quotidien? Est-ce que même au niveau du conseil communautaire, vous avez été à chaque fois Monsieur Rombaud, vos questions, parfois vous étiez un peu hors sujet, on vous disait que vous étiez hors sujet, etc. Voilà, comment vous avez réagi à tout ça? Vous savez, on va d'abord parler de la Salmagne, on parlera bien sûr du CIAVED, bien évidemment, parce que les deux sont très importants. Quand on dit je suis hors sujet, quand on dit je répète toujours la même chose, etc. Vous voyez, typiquement sur la Salmagne, pendant des mois, au début du sujet de la Salmagne d'ailleurs, j'ai évoqué qu'on avait des friches. Voilà. On m'a dit non, il n'y a pas de friche, etc. J'ai parlé bien sûr de la friche Usinor. Bon. La friche Usinor, on m'a dit il y avait 2-3 hectares sur la friche Usinor. À force de répéter toujours la même chose, parce que c'est pas toujours la même chose, mais de dénoncer les choses. Bon. À la fin, ils ont quand même reconnu qu'il y avait au moins 19 hectares disponibles. C'est ça la réalité. Bon. Donc ça veut dire que, et dans les faits, si on prend en plus, il y a quelques terres supplémentaires, on peut faire 21 hectares. Friche Usinor qui se trouve à Louvrol. Qui se trouve justement à côté d'Emeraude, voilà, de Louvrol. Et donc là, on a quand même une vingtaine d'hectares qui sont disponibles si on veut faire venir des entreprises. Parce qu'en réalité, chez nous, on fait croire, on a bien sûr aussi d'autres friches, on a au global 160 hectares de friches. Bon. Alors on va me dire, il n'y a pas de grosses friches, etc. Mais moi, quand je vois effectivement Boussois, on a AGC, effectivement, l'entreprise est encore là. Elle est aujourd'hui sous cloche, il n'y a pas d'activité réelle, mais autour d'AGC, sans parler même du bâtiment d'AGC qui fait 30 hectares, on a 50 hectares autour. Voilà. Donc 50 hectares, c'est largement suffisant pour faire venir des entreprises de taille importante. L'agglomération, justement, vous voulez implanter une entreprise près d'AGC Boussois pour faire justement un écosystème en énergie verte. Ils voulaient faire de l'hydrogène. Hydrogène vert, voilà, c'est ça. Le projet d'AGC, c'était de faire de l'hydrogène, ce qui a été abandonné. D'accord. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de nouvelles de ça. Non, officiellement, c'est abandonné. Oui. Et donc ça veut dire que ça n'existe plus. Donc dans les faits, tous les terrains qui étaient potentiellement réservés, ils sont là. Voilà. Donc aujourd'hui, les 50 hectares, ils sont complètement disponibles. Aujourd'hui, on ne va pouvoir faire venir une industrie, des data centers, des choses comme ça, que sur des terrains qui sont déjà équipés. D'accord. Parce que à la Salmagne, le driver le plus finalement qui interdit, qui finalement ne permettra pas de toute façon de mettre d'entreprise là-bas, c'est quand même l'électricité. D'accord. On ne peut pas imaginer un data center. Il faut savoir qu'un data center de 50 hectares, d'accord, c'est 2,5 gigawatts. Pour faire venir 1 gigawatt à la Salmagne, c'est 10 ans. C'est-à-dire que 2,5 gigawatts, il faut 20 ans. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Un projet de data center, ça se fait en 2-3 ans. Ça ne se fait pas en 20 ans. Donc, aucune entreprise d'ampleur ne peut aller à la Salmagne. C'est tout simplement de la manipulation. Voilà. De la manipulation électorale. C'est ce que moi je dénonce depuis toujours, parce que finalement, on a des précédents. On a le Chinois qui devait venir à côté de la prison de Maubeuge, avec 300 emplois. Ça a été signé en 2019. Arnaud Decagny, Bernard Baudou, les deux mêmes qu'aujourd'hui, d'ailleurs, sont allés en Chine signer. Résultat, rien du tout. Parce que c'était électoral. Et ils le savaient parfaitement. Voilà. Parce que les Chinois milliardaires, ils ne peuvent pas sortir d'argent de Chine. Et donc, forcément, il faut trouver des politiques avec qui ils vont négocier pour faire croire qu'ils vont venir investir, puis finalement, l'argent est pas rare. C'est plutôt d'ailleurs, à l'époque, c'était plutôt un dossier qui était porté par le député Christophe Di-Pompeo. Vous savez, c'est lui qui a lancé le dossier, qui a pu avoir des masques d'ailleurs durant la période Covid. Ils ont suivi.
Oui. Bien sûr qu'il a pu envoyer des masses, puisque lui, ça lui permettait de sortir 100, 150 millions d'euros de Chine. Vous voyez, donc derrière, il faut un petit remerciement. Voilà. Donc, et d'ailleurs, pourquoi il l'a fait? Parce que ça servait aussi le deuxième tour. C'était pas innocent, vous voyez. C'était les mêmes, c'était pour les aider. Voilà. Et donc il les a aidés, puis finalement, à la fin, voilà, ça leur a permis aussi d'être élus. Bon. Donc ça, c'est effectivement la Salmagne. En ce qui concerne le SIAVED, qui est un dossier évidemment toujours chaud, puisque si nous restons au SIAVED, demain le centre de tri d'Aumont ferme, et on a globalement une centaine d'emplois, entre direct et indirect, de gens qui sont sur le carreau. D'accord? Et donc là, de la même manière que je l'évoquais tout à l'heure, quand je souhaite effectivement que notre cuisine centrale soit locale, bien je souhaite que notre centre de tri soit local. Il ne faut pas qu'on perde des emplois du centre de tri. À quoi ça sert d'aller au SIAVED? Ça ne sert à rien. Alors, la manipulation, elle a été totale sur le dossier, puisqu'on a fait croire qu'avec, évidemment, le SIAVED, on garderait les subventions CITEO, tandis qu'à Aumont, on ne pourrait pas avoir les subventions. Ce qui est faux. Le tribunal administratif l'a démontré. Donc, ça veut dire que demain, si on reste à Aumont, on garde les subventions CITEO. Donc, moi, demain, si bien évidemment nous sommes élus, on garde évidemment le centre de tri en Aumont. On sort du SIAVED. Parce que le SIAVED, demain, ça va vouloir dire des coûts extrêmement importants pour nous. Et ça, on ne le dit pas à la population. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que le SIAVED, il a 218 millions d'euros d'investissement prévus, avec un vice-président aux finances, qui est maire de Maubeuge. D'accord? Donc, avec des lourds investissements qui sont justement sur le CVE de Douchin-Mine. Et donc, si on reste chez eux, ben, ça veut dire que l'augmentation de la cotisation de l'agglo, ça va être de 80%. Et donc, si on augmente de 80%, aujourd'hui c'est 9,8 millions, donc on augmente de 80%, on voit ce que ça donne, ça veut dire que l'atome, elle passera non pas de 7%, mais elle sera de 14 à 17%. Et donc, ça veut dire que la population, on va encore lui faire la poche. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, Maubeuge est une population extrêmement pauvre. Et donc, nos habitants ne peuvent pas avoir des impôts supplémentaires. D'ailleurs, moi, ce que je propose, c'est de faire disparaître l'atome en 6 ans. Très bien, très bien. Pardon, on va plutôt changer de chapitre. On va parler quand même de vos projets pour Maubeuge, parce que là, c'est vrai que bon, l'actualité, c'est très importante, parce que justement, c'est bien d'avoir votre point de vue sur les différents dossiers qui ont été quand même assez brûlants sur le territoire du Val-de-Sambre, c'est le cas de le dire. Sur le côté Maubeuge, votre candidature, vous avez plusieurs projets, notamment sur... voilà, il y a... Vous avez parlé notamment de la prise de l'hôpital. Il y a aussi des projets autour du centre-ville, notamment l'ancienne piscine Pasteur qui pourrait être réhabilitée dans une salle de spectacle. Enfin, en tout cas, c'est le projet d'Arnaud Decani. Vous, par exemple, vous êtes contre l'abandon, enfin, vous voulez l'abandon de certains projets, comme celui de la Maison de la Culture, qui ferait l'objet d'une transformation. En fait, c'est l'ancien bâtiment de la CPAM-CAF qui se situe au niveau de la place de la Wattignies. Qui serait transformé en maison de la culture. Donc l'idée, c'est un projet qui est déjà bien avancé d'ailleurs, qui pourrait voir le jour en 2028. Pour vous, vous voulez complètement abandonner ce projet. Qu'est-ce que vous voulez en faire à cet endroit? Moi, c'est simple. Vous voyez, je fais un peu d'histoire finalement. Le principe du maire sortant, quand il s'est présenté en 2014, c'était de faire une croix commerciale. D'accord? Donc entre la place Vauban jusqu'à la Nutrance, et bien sûr de Match jusqu'à la clôture. Et donc, cette croix commerciale, ben aujourd'hui, où en est-on? Ben on voit que les commerces sont fermés à gauche, à droite, ils sont pour la plupart en très grande difficulté. Et puis au niveau de donc, la croix la plus petite, donc entre Match et la clôterie, moi je voulais mettre un centre commercial de cœur de ville, il a fait croire qu'on était en zone inondable, eh bien il a mis un immeuble à la place, donc ça veut dire qu'on n'était pas en zone inondable. Donc c'était du mensonge comme d'habitude, parce que c'est un formidable monumenteur. Et là, dans cette croix commerciale, il veut nous mettre un bâtiment culturel. Bon, moi je suis désolé, mais un bâtiment tertiaire, ça n'a rien à voir avec un musée. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un musée dans un bâtiment tertiaire qui n'a pas une histoire de plusieurs siècles. Bon. On a un bâtiment qui permet de le faire. C'est pour moi l'Arsenal. Donc si demain on fait une maison de la culture, c'est à l'Arsenal. Avec surtout le musée Henri Boèze, avec aussi idéalement le musée du corps de garde, avec des ateliers d'artistes, etc. Donc votre objectif, c'est de transformer, c'est vrai que l'Arsenal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bâtiment qui
qui est Tous les abandonné membres hein, le connaissent, complètement, tout à fait. qui est en bord de Sambre, qui est un petit peu en zone inondable aussi. Vous parliez de zone inondable, c'est pas évident de mettre notamment des projets en place là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu, Vous savez, ça a été l'Arsenal, ça a été la bibliothèque municipale pendant 50 ans, c'était la maison de la culture mauvageoise pendant 60 ans. Vous voyez. Donc, ça a été bien sûr un bâtiment construit par Vauban en 1680. Donc, c'est un monument qui est là, un bâtiment qui est là depuis des siècles. Vous voyez. l'objectif, Il n'y a pas de problématiques qui sont liées à l'inondation. la majorité justement évoquait la possibilité que ce bâtiment soit repris par Histoire et Patrimoine, qui est à l'origine de beaucoup de réhabilitation de bâtiments historiques dans la région, notamment à Arras, la citadelle d'Arras qui a été complètement refaite grâce à Histoire et Patrimoine. C'est magnifique d'ailleurs si vous pouvez y aller. Bien sûr. Je suis pas chauvin parce que je suis originaire d'Arras, hein, mais c'est très très joli ce qui a été fait. Aumont notamment a eu l'occasion de signer un contrat avec Histoire et Patrimoine pour transformer l'abbaye, l'ancienne abbaye d'Aumont, pour faire des logements. Et on voit que ça n'avance pas. Ça n'avance pas, mais bon, la commercialisation est toujours en cours, donc Oui, on mais verra. vous savez, Il manque encore 3 à 4... Oh, c'est même beaucoup plus que ça, puisqu'on est à 25% de vente. Vous voyez. Pourquoi? Parce que finalement, avec ce projet, ça fonctionnera très bien à Arras, et ça a fonctionné à Arras. Pourquoi? Parce que le prix du mètre carré est important. D'accord? Alors, même si c'est pas Paris, mais Arras, c'est 7-8 000 euros de mètre carré, grosso modo, en centre-ville. Nous, le prix du mètre carré, c'est 1500. 1000 à 1500. Or, avec la commercialisation, par exemple, qui se fait au Mont, on peut faire ce point de comparaison avec justement l'Arsenal. Moi, j'ai regardé un studio de 21 mètres carrés pour 195 000 euros. Qui va pouvoir acheter à ce niveau de prix chez nous? Personne. Personne. Et Oui. qu'est-ce que vous faites à la place de la CPA-MCAF, justement? Et donc, bien évidemment, j'allais y venir, parce que ça, c'est le plus important. D'accord. C'est-à-dire que moi, je souhaite effectivement, parce que finalement, sur l'Arsenal, pour moi, Histoire et Patrimoine, c'est un faux projet. Comme d'ailleurs en 2019. Si vous vous souvenez, pour finir là-dessus, en 2019, on devait avoir des logements étudiants. Le bail amphithéotique avait été signé avec Partenor, d'accord. Ah oui, au niveau de l'Arsenal. Au niveau de l'Arsenal, okay. Bien sûr, voilà. C'était passé en conseil municipal, les plans étaient faits, les études avaient été faites, tout. Bon, bien évidemment, à l'époque, Arnaud de Cagny était vice-président du département. Et donc, Partenor, ça appartient au département. Il y a toujours un lien, d'accord. Le lendemain des élections, c'est disparaissait, d'accord. Parce que c'était un projet électoral. Et donc, moi, je ne souhaite pas des projets électoraux, je souhaite des projets qui soient réalisables. Je rappelle simplement que l'Arsenal, en 2013, devait devenir un musée. Parce que vous parliez d'études au niveau de la CPA-MCAF. Il y avait 1 million d'euros d'études qui ont été faites à l'Arsenal pour en faire un musée. Donc, toutes les études sont là. Elles sont financées, et puisqu'elles ont été réalisées. Voilà. Et donc, au niveau de la CPA-MCAF, je parlais de croix commerciale tout à l'heure, eh bien, pour moi, il faut mettre des commerces. En fait, le problème du centre-ville de Maubeuge, c'est qu'on n'attire plus. Et pourquoi on n'attire pas? Parce qu'on n'a pas de point d'attractivité. Il faut des pôles d'attractivité dans des villes. On regarde Valenciennes. Valenciennes continue à survivre, son centre-ville, grâce au centre commercial de cœur de ville, au centre Place d'Armes. S'il n'y avait pas le centre Place d'Armes, Valenciennes serait mort. D'accord? Et donc, qui est encore, enfin, c'est vrai que Valenciennes, ils ont aujourd'hui, enfin, pour avoir un peu marché dans les rues de Valenciennes ces derniers temps. Oui. Et après, c'est général un peu à toutes les communes. Hein. C'est vrai que les commerces de centre-ville, c'est très compliqué de survivre aujourd'hui. Alors, le problème de Valenciennes, c'est le contexte national aussi. Hein. Valenciennes, c'est pas un contexte national uniquement, parce que Valenciennes a encore de multiples commerces que nous n'avons pas. D'accord. Oui, si oui, on compare les deux, c'est vrai qu'ils ont un pôle commercial. Ils ont un pôle commercial Fnac, qui est attractif. Après, l'erreur, c'était de centre-ville. fermer la place d'Armes. Donc, il y a eu des erreurs qui ont été commises par le maire sortant. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Vous voyez, si on regarde la photo il y a quelques années, avant la fermeture de la place d'Armes, le commerce allait beaucoup mieux. Donc là, par exemple, j'ai vu que vous vouliez mettre des commerces Alors, dans au la niveau CPA-MCAF, bien sûr de la CAF CPM, moi, je souhaite mettre justement, voilà, je souhaite mettre un centre commercial, enfin, en tout cas, un village des marques low cost. Voilà. Justement pour attirer. Ou attention, village des marques, hein, vous savez, sur le territoire, un village des marques low cost. Voilà. Donc, c'est pas un village des marques comme on voulait le faire en Mont, d'accord, mais du low cost. Parce que mon constat, il est simple, c'est qu'est-ce qui fonctionne sur le territoire? Ce qui fonctionne sur le territoire, c'est Noz, c'est Action. C'est l'idole, d'accord. Notre population n'a justement pas les moyens d'être sur des marques de luxe, évidemment. Bon. Et donc, l'idée, c'est justement, avec ce village des marques low cost, d'être de nouveau un point d'attractivité. Vous croyez encore au commerce de centre-ville, vous? Oui, mais de toute façon, si on n'y croit pas, ça veut dire qu'on ne croit plus du tout à un espoir possible pour Maubeuge, d'accord. Parce que le maire sortant, quand il est arrivé, il y avait 30 commerces vides, d'accord. Bon. Aujourd'hui, quand on fait le compte, on dépasse les 50. Donc créer la gourmande quand même. Non, mais la gourmande, si vous voulez, la gourmande. Moi, je souhaite le meilleur à
à ces artisans. D'accord. Très sincèrement, si j'avais été à leur place, jamais je m'y serais installé. D'accord. Mais ils en ont fait le choix. Pourquoi? Pour une simple raison. No parking, no business. Oui, no parking, no business. Quand on n'a que 100 places de parking à côté du lac gourmand, je ne vois pas comment ça peut se développer. C'est pour ça que moi, je veux les sauver. Vous voyez, je veux mettre à côté, justement, des marques attractives qui vont faire venir du monde. Okay. Et je veux mettre aussi un parking à étage derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'état, finalement, du commerce de centre-ville, de l'attractivité, etc., aujourd'hui, aller, évidemment, dans cette aile gourmande, c'était, de toute façon, un peu compliqué. Bon. Et donc, d'ailleurs, beaucoup souffrent. Bon. Moi, mon objectif, c'est que demain, justement, avec cette nouvelle impulsion, ils puissent s'en sortir. On va faire une petite pause et puis on va terminer notre entretien avec notamment pour évoquer le dossier des quartiers. Allez, de retour pour terminer cet entretien avec Jean-Pierre Rombaud. Bon, on a un petit peu dépassé le temps, Jean-Pierre Rombaud, hein, mais parfois l'adrénaline, la passion l'emporte. Voilà. Il y a eu pas mal de changements dans les quartiers, beaucoup de démolitions. Beaucoup de création aussi. Il y a une école qui a été créée notamment, qui est en cours de création, un groupe scolaire dans le quartier de l'Épinette. Il y a eu des bâtiments qui ont été présidents qui ont été dans le quartier des Provinces françaises. C'est des logements qui ont été démolis, des logements historiques d'ailleurs qui étaient là depuis très longtemps. Il y a une reconstruction qui est en cours dans les quartiers, en tout cas grâce à l'ANRU notamment. Oui, bien sûr, on a une PNRU. Depuis de nombreuses années maintenant. Pour vous, les quartiers ont-ils changé et est-ce que les quartiers ont changé dans le bon sens? Alors, aujourd'hui, de toute façon, on est seulement au début, finalement. Voilà. Parce qu'il y a eu des démolitions. Il commence à y avoir effectivement des réhabilitations. Le problème de ces réhabilitations, c'est qu'elles ont été justement mal anticipées, mal prévues. Puisque les habitants sont dans les logements et on leur dit on va faire 100 000 € de travaux chez eux. Les habitants vivent l'enfer. D'accord. Et donc ça, c'est une catastrophe parce que justement, malheureusement, le NPNRU a été négocié par le maire sortant et a été mal négocié. Parce que ce qu'il fallait faire partout, d'ailleurs aux provinces françaises, c'est l'exemple parfait, il y a eu des nouvelles constructions. Il fallait garder un immeuble de transition, faire déménager les habitants dans cet immeuble le temps de la rénovation, et ils revenaient dans leur logement une fois que tout était fait. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, c'est invivable. Voilà. Donc les familles, pour beaucoup, se disent « je ne vais pas rester dans mon logement parce que je ne supporte pas ces rénovations ». Voilà. On imagine bien que quand on change tout dans un appartement, alors qu'on est dans l'appartement, ben c'est extrêmement compliqué. Alors aujourd'hui, dans cette période-ci, alors qu'il fait très froid, on va leur changer par exemple les huisseries. Vous voyez. Donc ils ne sont au courant de rien, pas de gestion de projet, etc. Donc aujourd'hui, le vécu des habitants, il est finalement assez négatif de tout ça. Voilà. D'autant plus que si on regarde par exemple Sous-le-Bois, on parle de la rénovation sur Bénos-sous-Bois qui va seulement bien sûr commencer. On commence par quoi? On commence par détruire une place. Non, non. D'abord, on s'occupe des voiries. On ne s'occupe pas de la place centrale qui avait été refaite il y a moins de 20 ans et qui pouvait attendre encore 20 ans. Ce n'était pas ça l'urgence. L'urgence, effectivement, c'est de s'occuper des logements qui sont insalubres. C'est de s'occuper, effectivement, des logements qui sont en péril. Voilà. C'est ça l'urgence pour moi d'une municipalité et aussi du NPNRU. Bon. Et quand on a eu, par exemple, l'enquête publique du NPNRU sur Sous-le-Bois, avis négatif. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on regarde effectivement le cadre, eh bien, on enferme le quartier, on fait des logements sans parking, on fait des logements sans local poubelle, etc. etc. Voilà. Et les habitants ne sont jamais écoutés. En fait, le problème majeur dans nos quartiers, c'est qu'on n'écoute pas les habitants. Même aux provinces françaises, on a eu le préfet, le sous-préfet à l'égalité des chances qui est venu, parce que justement, les habitants se plaignent. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est que finalement, comme souvent, comme toujours aujourd'hui, malheureusement, les habitants ne sont pas écoutés, et donc on fait les choses dans leur dos, sans finalement demander leur avis. Ah, il y a quand même eu des évolutions. Enfin, en tout cas, dans le quartier de Sous-le-Bois, vous évoquiez ce quartier qui est le quartier le plus densément peuplé, d'ailleurs, de la ville de Maubeuge. C'est un quartier qui était en manque, qui est en pénurie de médecins notamment, et donc il y a cette construction en cours d'une maison de santé pluridisciplinaire en ce moment. En tout cas, ça a été accueilli à bras ouverts, évidemment, quand on sait le manque criant de médecins sur le secteur, forcément, c'est quelque chose qui est important, et surtout, c'était motivé aussi par le déplacement de l'hôpital de Maubeuge, qui est maintenant un peu plus en retrait, hein, qui est un peu plus à l'extérieur de la ville de Maubeuge. Alors, donc voilà, il y a eu comment dire. Oui, non, mais moi je suis pas opposé, bien sûr, à mettre des maisons médicales. Au contraire, d'ailleurs,
je vais en faire une à l'ancien hôpital Maubeuge. D'accord. Dans l'aile la plus récente, je vais mettre une maison de santé d'agglomération. Je vais y revenir. Mais au niveau de Sous-le-Bois, on avait à cet endroit-là une ancienne école maternelle que le maire sortant avait décidé de fermer. Le bâtiment, même s'il fallait le désamorcer, il était là. C'est-à-dire que si on avait simplement fait de la rénovation, déjà aujourd'hui, la maison de santé était ouverte. Non, le choix, ça a été d'abattre, alors que ça datait des années 70-80. Hein. Donc on n'était pas sur un bâtiment qui était extrêmement ancien, qui n'était pas du tout en péril, qui n'était pas du tout insalubre. Et donc il fallait le rénover et rouvrir rapidement une maison de santé. Voilà. Mais en fait, quand on parle de maison de santé, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le bâtiment ou est-ce que ce sont les médecins? Ce sont les médecins. Or aujourd'hui, il n'y a pas de médecins ciblés sur cette nouvelle maison de santé. Et donc le travail, justement, il est à faire. C'est pour ça que moi, ce que je souhaite, en parlant, par exemple, de l'ancien hôpital de Maubeuge, de l'aile la plus récente, c'est d'en faire, justement, une maison de santé d'agglomération pour aller chercher à mi-temps des médecins généralistes et spécialistes à Lille. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il faut justement avoir une structure administrative commune, de manière à ce que ça coûte très très peu cher aux médecins, pour leur donner envie de venir chez nous, pour faire du chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, c'est le court terme. Le long terme, c'est d'avoir finalement une vraie bourse à destination des futurs médecins. Aujourd'hui, l'agglomération a fait une bourse, mais qui ne fonctionne pas, puisqu'elle est juste destinée aux jeunes du territoire. Pour l'installation. D'accord. Alors pour l'installation, il y a aussi une bourse pour aider les jeunes qui vont faire des études de médecine, etc. Mais moi, mon objectif, c'est on aide des jeunes, d'où qu'ils soient, qui sont en deuxième, troisième année de médecine jusqu'à la fin de leurs études, sans discontinuité. Ils viennent chez nous faire leur internat, leur externat, leur stage, et ils viennent s'installer en moi pendant 5 ans. Voilà. Et c'est comme ça que d'ici 7-8 ans, on va récupérer des médecins. Voilà. Mais dans le court terme, il faut aller chercher des médecins à mi-temps. C'est ça l'objectif. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes pas contre justement ces. Enfin, on peut pas être contre justement ces projets-là. C'est très, on peut pas être important pour les moi, mon but, c'était d'aller plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite. Voilà. Là, aujourd'hui, vous savez, quand on détruit, c'est comme l'ancien hôpital. Aujourd'hui, ils veulent le détruire. Ouais. Ils veulent le détruire pour 9 millions d'euros. Oui, moi, je trouve ça inacceptable. Le projet, ça serait peut-être d'y installer le futur siège de l'agglomération de Val-de-Sang. Non, justement, vous avez l'aile la plus récente où ils veulent mettre l'hôtel d'agglomération, d'accord. Et le reste du bâtiment, ils veulent le détruire pour 9 millions d'euros. D'accord. Moi, je souhaite évidemment garder l'aile la plus récente pour mettre justement une maison de santé d'agglomération, des choses utiles pour les habitants. Un hôtel d'agglomération n'est pas utile pour l'habitant. Voilà. De mettre aussi un service de fin de vie, parce qu'aujourd'hui, il faut aller à Avène. Voilà. Et c'est très compliqué pour la plupart des habitants du territoire. Et évidemment, sur le reste du bâtiment, comme j'en ai parlé, un quartier du numérique. Voilà. Plus une cuisine centrale. On pourrait parler beaucoup des sujets de Maubeuge, mais on va commencer à conclure un petit peu notre entretien, Jean-Pierre Robon, et merci beaucoup. Je vais juste terminer, parce que vous aviez évoqué tout à l'heure les économies à faire concernant la ville de Maubeuge. Oui. Il y a une économie qui m'a beaucoup interpellé, bon, vous ne l'avez pas caché à chaque fois, c'est une économie à faire sur la kermesse de la bière de Maubeuge. Vous, ce que vous souhaiteriez, c'est que la voilure soit baissée, enfin, que le budget consacré à la kermesse de la bière soit moins important. Ça veut dire quoi? C'est faire confiance à des artistes locaux pour alimenter la kermesse? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà ne pas laisser la kermesse de la bière à l'espace Culfort. Enfin, avant, c'est vrai qu'il y avait l'espace Culfort, il y avait le pavillon c'était une usine. en centre-ville. C'était une usine, d'accord. Ouais. La vraie kermesse de la bière, c'était 300 000 spectateurs en centre-ville, sous chapiteau, place de l'hôtel de ville. Là, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de commissariat, d'accord. Donc la place était encore beaucoup plus grande, et toute la kermesse de la bière était en centre-ville, d'accord. Moi, en fait, ma vision des choses, c'est que il faut un grand festival en centre-ville, et je veux le faire dans les remparts. D'accord. Voilà. On pourra l'appeler par exemple le Vauban Festival. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Mais la kermesse de la bière, moi ce que je souhaite faire, c'est la déménager juste à côté à la Luna. D'accord. Donc ça veut dire que la jauge elle sera effectivement plutôt de 1000 personnes. Et de la faire pendant 2 jours. Voilà. Donc le midi pour nos aînés, le soir effectivement pour les extérieurs. Donc voilà. Les concerts assis avec une partie restauration à côté. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des tables et des chaises façon années 60-70, effectivement, ça sera des tables rondes tournées vers la scène. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, pour nos aînés, je souhaite avoir un vrai repas gastronomique, d'accord, et non pas des choses qui arrivent froides, etc. Ouais. Parce que de toute façon, moi, je vois bien que les aînés maubogeois, ils vont de moins en moins, d'accord. Aujourd'hui, pour remplir la kermesse de la bière, on prend les aînés de tout le territoire. Bon. Vous y allez, vous? J'y suis allé cette année parce que justement, évidemment,
c'était pour accompagner les aînés. Oui, c'est ça l'idée, tout simplement. Moi, mon but, c'est justement que la kermesse de la bière soit surtout une kermesse de la bière façon historique, mais tournée vers nos aînés. Mais vous ne voulez pas éteindre ce rendez-vous, parce qu'on a l'impression quand même que c'est revenu dans le cœur des habitants. Enfin, en tout cas, c'est un événement qui a été arrêté en 89, qui est revenu en 87, qui est revenu en 2017. Est arrêté en 87 par Jean-Claude Decagny, d'accord, et c'est son fils qui le relance. Sauf que il fallait le relancer dans les mêmes codes. Parce que moi, pendant des années, d'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est qu'il nous faut un événement populaire à Maubeuge. D'accord ? Réellement populaire. Si on prend effectivement le Emery, qui est 8500 personnes, organiser les nuits secrètes, c'est un événement très populaire. D'accord ? Puisque ça ressemble à une quarantaine de milliers de personnes. Nous, on avait un événement qui était gigantesque avec la kermesse de la bière. La vraie, la grande kermesse de la bière, à 300 000 spectateurs, RTL pendant 10 jours chez nous. D'accord ? Aujourd'hui, on n'a plus d'événements qui fassent par une Maubeuge à l'extérieur du territoire. C'est ce que je souhaite retrouver. La kermesse de la bière, dans les codes d'hier, le faisait. Pourquoi ? Parce qu'on produisait de la bière à Maubeuge. D'accord ? Parce qu'il y a eu, bien sûr, le clair de lune à Maubeuge. Parce qu'il y a eu un film sur le clair de lune à Maubeuge, etc. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, Pierre Fauré lance la kermesse de la bière. C'était une innovation de 1962. Aujourd'hui, il faut innover de nouveau. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas la kermesse de la bière qui fait faire venir des gens d'ailleurs. D'accord ? Vous ne faites venir aucun Valenciennois, aucun Lillois avec la kermesse de la bière d'aujourd'hui. C'est ça la réalité. Or, moi, mon but, c'est de faire venir jusqu'à des Parisiens à Maubeuge. Et pour faire venir des Parisiens, il faut quelque chose de nouveau qui n'existe pas ailleurs. Et pour moi, justement, les remparts, c'est déjà un écrin qui existe nulle part ailleurs, avec une acoustique d'ailleurs qui est géniale. Voilà. Et donc, pour moi, l'objectif, c'est d'utiliser nos remparts comme source, finalement, d'innovation. Voilà. Et donc, d'en faire un festival dans nos remparts. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Aubois d'avoir été avec moi pour ce premier rendez-vous à l'occasion de ces élections municipales 2026. Je rappelle le nom de votre liste, Notre Maubeuge. La liste, on la découvrira dans quelques jours maintenant. Donc, écoutez, bon courage pour ces élections. Merci à vous, et puis à bientôt, et puis bien bon retour sur le territoire. Merci beaucoup.